Bonjour et bienvenue sur RCF, mardi 30 juin, il est 8h10 et alors que le projet de révision des lois de bioéthique est à nouveau à l'étude à l'Assemblée, depuis hier en commission spéciale et dès la semaine prochaine en Assemblée plénière, nous recevons ce matin un habitué de notre matinale, un homme qui depuis des années se bat pour faire entendre ses convictions en matière de famille et de bioéthique et défendre une certaine idée de la vie et du respect du vivant. Tugdual Derville, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes le délégué général d'Alliance Vita, une association qui accompagne les personnes fragiles, particulièrement en début et en fin de vie. Alliance Vita, c'est aussi un espace de formation et aussi un lieu de lobbying, de plaidoyer pour alerter sur des évolutions sociétales et politiques que vous considérez comme regrettables, voire dangereuses. J'ai bien dit les choses ? Oui, c'est ça ? Nous soutenons aussi celles qui nous paraissent profitables pour les plus fragiles, effectivement aussi. Alors Tugdual Derville, la loi bioéthique adoptée au Sénat en première lecture en février dernier, quelques mois après les députés, elle revient donc ces jours-ci en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Dans une relative indifférence. Vous le regrettez ? Oui, le contexte est difficile parce que nous sommes bien sûr dans les suites de la pandémie, dans un semi-confinement qui empêche largement le débat démocratique. Tout à l'heure, je voyais que dans l'hémicycle, ou en tout cas en commission spéciale, en commission des lois actuellement, eh bien les députés, les ministres ne sont pas venus débattre du sujet. Du coup, les députés ont pris des positions sans même la présence des ministres. Il y a quelque chose d'indécent quand on voit les enjeux auxquels les Français sont confrontés. Nous sommes tous confrontés en termes de sécurité sanitaire, bien sûr de pouvoir d'achat, de logement, et on nous met en urgence au début de la session exceptionnelle extraordinaire de l'Assemblée nationale, ce débat comme s'il fallait passer en force, alors qu'on l'a vu avec un sondage qu'a fait Marche aux enfants, seulement 1% des Français estiment que ce projet de loi à ce stade est prioritaire. Il n'y avait pas urgence à légiférer, vous êtes d'accord avec Monseigneur Aupetit ? Il fait une tribune aujourd'hui dans le Figaro, il y a un problème de calendrier ? Oui, bien sûr, il y a une forme d'indécence, puis ça révèle aussi où sont les intentions profondes, quelles sont les priorités au fond. Vous voyez Agnès Buzyn qui disait qu'elle voulait vraiment porter ce projet, mais maintenant tout ça s'est effondré et pour autant le projet demeure extrêmement transgressif, peut-être même de plus en plus transgressif, et les Français vont subir quelque chose dont ils ne mesurent pas à quel point, même en termes d'écologie, vous savez que je suis attaché à l'écologie humaine, mais en termes de respect des fondamentaux de notre identité d'être humain, eh bien la France va très loin dans les nouvelles transgressions. On va revenir sur le fond, mais on continue d'abord un peu sur la forme et sur l'enjeu politique. Est-ce que vous avez l'impression que de la même façon que le mariage pour tous a été un marqueur politique pour François Hollande, avec la question de la PMA, on a là un marqueur politique pour Emmanuel Macron ? Oui, on peut faire un parallèle ? Oui, je pense que ça s'est passé avec Emmanuel Macron d'une manière finalement d'apparence moins brutale, mais à l'arrivée beaucoup plus transgressive, puisque les lois, notamment cette loi, vient aller beaucoup plus loin. Et vous savez qu'à l'époque de la loi dite Taubira, on nous avait garanti qu'on n'irait pas sur les champs qu'aujourd'hui explore Emmanuel Macron. Et donc c'est un peu le paradoxe. On a consulté, il y a eu des états généraux et tout ça a été mis tout de suite à la poubelle parce que la façon dont cette consultation a abouti ne plaisait pas à ceux qui promeuvent les transgressions nouvelles. Et déjà, le choix du rapporteur de loi, Jean-Louis Touraine, qui se battait là, à l'Assemblée nationale cette nuit encore pour essayer d'aller un cran plus loin que ce que veut le gouvernement. Et donc ça, c'est la tactique étrange d'Emmanuel Macron qui va promouvoir des personnes qui sont les plus transgressives tout en affichant un discours appelant à l'unité. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir que ce slogan solidaire des plus fragiles, qui est la ligne de base d'Alliance Vita, a été promu au plus haut sommet de l'État pendant tout le confinement, pendant toute la période la plus dure du Covid qui risque de revenir, on le sait bien. Eh bien, les plus fragiles que nous défendons, les enfants qui ont besoin d'avoir des repères dont nous avons tous bénéficié depuis la nuit des temps, même si la famille est toujours fragile et il n'y a pas de famille parfaite, je le sais bien, eh bien ces repères-là qui sont les plus essentiels pour solidifier la société, ils sont attaqués directement. Tugdual Derville, expliquez-nous pourquoi cette loi n'est pas solidaire des plus fragiles. En quoi va-t-elle à l'encontre des plus fragiles ? Bien sûr, 3 points en fait. D'abord, c'est une forme de dérégulation de l'accès à la procréation médicalement assistée. Lorsque on a mis en place cette procréation médicalement assistée, il s'agissait de pallier une infertilité médicale. Et cette nuit même, les députés ont supprimé la mention « nul n'a de droit à l'enfant ». Ils l'ont supprimé parce qu'ils veulent que des personnes seules puissent avoir un enfant sans père, c'est-à-dire débarrasser... C'était les sénateurs qui l'avaient rajouté. Tout à fait, les sénateurs l'avaient rajouté, tout à fait. Donc cette idée de donner une sorte de droit à un enfant privé délibérément de père, c'est une atteinte aux droits fondamentaux de l'enfant.
Voilà, c'est une sorte d'évidence, ça devrait être une évidence, ça l'était il y a quelques années. Et désormais, ça ne l'est plus parce qu'il y a une pression de personnes, une pression au fond, je dirais, individualiste, plutôt que solidaire, qui vise à donner des enfants à ceux qui le demandent. Alors comme ça, si c'est le l'enfant premier était- point. voilà. Premier point. Deuxième point, il y a une instrumentalisation croissante de l'embryon humain. Et on a au début, il y a quelques années, c'était interdit de rechercher sur l'embryon. Après, ça a été autorisé avec des dérogations. Maintenant, c'est une déclaration préalable. Les sénateurs sont passés de 7 puis 14 à l'Assemblée nationale, puis 21 jours au moment où le système nerveux de l'embryon commence à se développer. Donc, l'embryon considéré comme une chose, l'embryon humain, que nous sommes tous. Moi, je l'ai déjà dit sur notre radio, je ne pèse pas plus lourd qu'un embryon, parce que j'attends qu'on me démontre qu'entre mon embryon et moi, il y a eu un moment donné, la science me démontre qu'il y a eu un moment donné où je suis devenu moi-même. Et donc cette façon de traiter le premier commencement de l'être humain est un marqueur de civilisation. Et vous savez que Jacques Testard a pu dire que l'embryon humain était comme l'Indien d'Amérique d'autrefois. C'est-à-dire cette espèce cette chose aux yeux de ceux qui veulent le chosifier, qui garde dans ses cellules cet or qu'on voudrait utiliser pour nous sauver des grandes maladies qui nous angoissent. Et donc, l'humanisation de notre société passera par le respect profond de l'embryon humain, qu'on considère l'embryon comme un des nôtres, comme un citoyen d'une certaine manière, plus fragile et donc plus digne de respect. Et puis la troisième, c'est l'intensification de la section eugéniste qui fait des régressions considérables avec ce projet de loi. À nouveau, avec l'IMG, interruption dite médicale de grossesse, il n'y a plus la semaine de réflexion qui permettait aux femmes de dépasser les effets de panique et d'angoisse bien légitimes dans ces circonstances. On le voit dans nos services d'aide quand on accompagne ces femmes. Il y a la suppression de l'autorisation des parentales pour les mineurs. Et puis il y a l'augmentation du diagnostic préimplantatoire. Pardon de tous ces détails techniques, mais le fait de trier les embryons pour éliminer ceux qui sont suspectés d'anomalies. Et donc petit à petit, on va vers le fantasme d'un enfant, si je veux, quand je veux, sans personne, le fantasme d'un enfant parfait. Tout ça, ça n'existe pas, bien sûr, parce qu'aucun d'entre nous est parfait, on a besoin les uns des autres, on est fragile, on s'en rend compte aujourd'hui. Et puis aussi le fantasme individualiste d'une société atomisée, où il n'y a plus ces structures qui portent les plus vulnérables. Tugdual Derville, est-ce que le bonheur des enfants dépend de la façon dont ils ont été conçus ? Partiellement oui, partiellement non. Bien sûr, il n'y a pas aucune fatalité. Mais on le sait, les psychiatres le voient que ce qu'il se passe dans l'univers conceptionnel a des conséquences énormes. On le sait, par exemple, le deuil du compagnon aimé de la mère a beaucoup plus d'impact quand la femme est enceinte que s'il intervient dans la première année de la vie. Les sciences sociales, les sciences humaines, les sciences médicales ne font que confirmer davantage la réalité de l'être humain déjà conçu, la fragilité de sa psychologie, les interactions extraordinaires qu'il a bien sûr avec celle qui le porte, mais aussi l'autonomie de sa façon d'être au monde. Tugdual Derville, la solution des sénateurs, c'est-à-dire autoriser la PMA pour toutes, mais ne pas la rembourser, c'est pas là une solution qui vous convient ? C'est une solution entre guillemets de milieu de guet, parce que à partir du moment où on a rompu une digue, eh bien on essaie de construire des digues. Nous, on était bien sûr satisfaits de l'atténuation de ce scandale qu'est l'utilisation des financements de la sécurité sociale pour, au fond, cautionner une injustice. C'est dans la circonstance où nous voyons à quel point on a manqué de choses essentielles dans le domaine de la santé pour des réalités médicales. Donc effectivement, pallier l'infertilité médicale est une chose, mais donner droit à l'enfant à des personnes qui n'ont aucune infertilité médicale, ne serait-ce que simplement parce qu'elles ont envie d'avoir des enfants sans le recours d'un père, et donc en réduisant l'homme à un spermatozoïde, c'est quand même une autre chose. Donc le sénateur, de ce point de vue, avait fait un pas. Je vais vous poser une question qui va vous faire hurler, mais il faut que je vous la pose. Ce refus de la PMA pour toutes, c'est-à-dire ce refus que des femmes homosexuelles en couple puissent recourir à la procréation médicalement assistée, est-ce que ça ne révèle pas encore une certaine gêne de certains Français opposés à la PMA, une certaine gêne vis-à-vis de l'homosexualité, vis-à-vis des couples d'hommes, des couples de femmes qui désirent fonder une famille et avoir des enfants ? Est-ce que c'est pas là le fond du problème ? Alors, je vais répondre. Ça me fait pas hurler votre question, mais je vais, si vous permettez, l'élargir légèrement, mais tout en y répondant. N'oublions pas que la loi actuelle autoriserait, la loi qui est en train d'être débattue, pour les femmes, pour des femmes seules. Seules. Voilà. Effectivement, l'enjeu derrière, c'est un enjeu de savoir est-ce que nous sommes
comme le disait Lionel Jospin, des hommes et des femmes. Est-ce qu'il faut un homme et une femme pour procréer? Est-ce qu'il est légitime d'escamoter complètement de la dimension parentale toute une référence masculine, paternelle, ou est-ce qu'il n'est pas légitime de le faire? Nous pensons qu'il n'est pas légitime d'escamoter totalement une des dimensions qui fait l'humanité, masculin, féminin. Il y a tout un courant idéologique qui prétend que c'est positif, que c'est bénéfique, qu'on peut le faire sans dommage pour la société et pour l'enfant. Nous ne le pensons pas. Et après qu'on puisse nous accuser... Et cette gêne par rapport à l'homosexualité, même cette peur, elle n'existe plus? Mais je pense qu'il y a beaucoup de gênes et de peurs qui existent effectivement, mais la question que nous nous posons, nous, c'est de prendre le parti de l'enfant. Est-ce qu'il est légitime, effectivement, pour un enfant, de le priver délibérément d'un père ou d'une mère? Et nous disons oui. Et après qu'on nous accuse de haine que nous n'éprouvons pas... C'est pas ce que j'ai dit du tout. Non, mais ça m'est arrivé assez souvent de dire... Il y a une façon, je dirais presque adolescente, de réagir, qui est de dire qu'on n'aime pas quelqu'un lorsqu'on dit à une personne ce qu'on considère comme juste ou pas pour une autre personne. Quand on dénonce une injustice, ceux qui se sentent mis en cause parce que nous estimons que ce qu'ils demandent est injuste, eh bien nous accusent de haine. Mais non, nous ne l'éprouvons pas. Mais par contre, c'est vrai, effectivement difficile dans la société d'aujourd'hui d'affirmer haut et fort que l'évidence, à nos yeux, c'est qu'un enfant naît d'un homme et d'une femme. Et on le voit. Ça ne remet pas en cause l'amour homosexuel ? Bien sûr, non, moi je ne peux pas juger l'amour. Vous savez, c'est le secret du cœur, l'amour. C'est une réalité qui nous dépasse. Bon, pour moi, c'est aussi quelqu'un, évidemment, donc ça me dépasse encore plus. Mais non, il ne s'agit pas de juger ça. Il s'agit de juger les repères essentiels et anthropologiques. Deux hommes ou deux femmes peuvent parfaitement aimer un enfant, peuvent parfaitement se donner à lui. Mais l'enjeu, c'est aussi un enjeu de repères fondamentaux pour la société. Et en cassant ces repères généalogiques, on atomise la société, on la rend encore plus individualiste. Et donc les plus fragiles en font toujours les frais. Tugdual, vous venez de l'évoquer, les débats autour de ces questions, comme cela avait été pour le cas du mariage pour tous, mais si on remonte, ça avait été la même chose autour de l'avortement, autour de la dépénalisation, la contraception. Comment faire pour faire entendre ces idées sans tomber dans un débat ultra-violent Alors la violence, bien sûr, c'est un travail du cœur de ne pas être violent, intérieurement ou extérieurement. Eh bien, nous, je pense à Alliance Vita, ce qui nous garde d'une forme d'outrance ou d'agressivité, c'est la rencontre avec les personnes. Ce sont les services d'aide où nous recevons les personnes qui se confient à nous, des enfants, des adultes, aussi bien au tout début de la vie, à la fin, pour des sujets liés au tout début de la vie ou à la fin de la vie. Et là, nous voyons en réel les souffrances induites par nos dérives sociales. On voit la réalité d'enfants qui souffrent d'avoir été privés délibérément d'une part de leur histoire. On voit la réalité de femmes qui souffrent d'avoir cru que telle ou telle transgression leur apporterait le bonheur, alors qu'en fait, elle leur a apporté souvent bien des peines, bien des cauchemars. Et sans juger ces personnes et en les accompagnant, on se console, je dirais, en entendant les personnes dire ce qu'elles vivent vraiment et qui est tellement différent des idéologues qui les poussent à n'importe quoi. Tugdual Derville, 7 ans après l'adoption du mariage pour tous en France, plus aucun homme ou femme politique ne pense à revenir sur cette loi. Il en est de même, je le disais, pour l'avortement, pour la contraception. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre combat contre la PMA, il est perdu d'avance et que plus personne après, une fois que ça sera adopté, plus personne n'y reviendra? Vous savez, Napoléon Bonaparte avait rétabli l'esclavage. Parce que sa belle famille, ça posait des questions, etc. Et qu'à l'époque, tout le monde estimait que c'était absurde sur le plan économique, etc. Tout le monde, sauf quelques-uns. Quelques-uns qui ont été des précurseurs et qui ont désormais des rues à leur nom et qu'on honore. Donc l'enjeu pour nous n'est pas de retourner nos vestes. Je dirais, je suis désolé de faire un brin de politique politicienne, mais j'ai été sur une télévision en entendant Rachida Dati, il y a quelques années, défendre avec force le droit d'un enfant de connaître son père. Et quand on connaît son histoire personnelle, j'ai entendu sur le plateau les ricanements dans son dos de ceux qui m'avaient invité à débattre derrière. Et récemment, j'ai réentendu Rachida Dati affirmer qu'elle s'était toujours positionnée pour la, entre guillemets, PMA pour toutes. Et je me suis dit, mais comme il est difficile pour un responsable politique de tenir dans ses convictions, et de ne pas aller dans le sens du vent, dans le sens de On est plus libre quand on n'est pas dans l'engagement politique comme vous l'êtes. Il mériterait d'être libre, mais moi je trouve que nous faisons une politique, nous à Alliance Vita, non partisane, beaucoup plus durable, en gardant ferme nos convictions, quels que soient les changements de vent, en sachant que nous estimons que le sens de l'histoire que nous voulons construire, c'est l'humanisation du regard de l'homme sur l'homme. Et la noblesse, elle est plus dans la bataille, dans l'engagement que dans le résultat ?
Si, le résultat compte énormément, et vous avez évoqué par exemple une posture atténuative du Sénat, nous l'avons soutenu, et nous avons soutenu de mains amendements qui venaient atténuer la portée injuste des lois, et ça c'est absolument essentiel. Il ne s'agit pas juste de faire des baroutes d'honneur, il s'agit d'agir. J'ai été invité à l'Élysée, j'ai pu débattre avec le président de la République, j'ai pu montrer aussi la cohérence des positions que nous défendions et l'incohérence. Voilà, je note simplement que les postures politiques qui évoluent, comme celle du Premier ministre actuel, au fil des enjeux électoraux, ne grandissent pas ceux qui les expriment. Moi, je l'ai vu pour les masques. Hein, on va pas reparler de la question des masques, parce qu'il nous reste même pas une minute. D'accord, c'est peut-être pas le moment alors. Tugdual d'Herville, pour terminer, comment vous faites pour tenir ? Parce que ça fait longtemps qu'on se rencontre dans cette radio. Comment vous faites pour tenir ? C'est parfois extrêmement violent ce qui vous arrive. Oui, je pense que pour tenir, d'abord, on se ressource. Ensuite, moi, je cultive vraiment, je cultive intérieurement le respect de ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, parce que je pense que leurs mobiles profonds partent d'une bonne intention. Je veux dire, aimer, engendrer, accueillir un enfant, donner la vie. Voilà des magnifiques mobiles. Mais pour autant, je peux affirmer fermement mon opposition lorsque les plus fragiles, qui sont un peu le moteur de mon existence depuis bien longtemps auprès d'enfants handicapés, pour commencer, lorsque les plus fragiles ne sont pas respectés. Ceux qui n'ont pas de voix ont besoin de porte-voix. C'est tout le sens aussi de ceux qui ont promu la voix des fragiles dans l'histoire. Merci beaucoup, Tugdual d'Herville. Je veux juste dire que vous venez de lancer une sorte de manuel d'engagement, formation, écologie humaine vers une humanité intégrale avec votre mouvement pour une écologie humaine. Merci beaucoup, Tugdual d'Herville, d'avoir été notre grand invité. Merci à vous.